Le nouveau bâtonnier et les membres du Conseil de l'Ordre des avocats officiellement installés ce 12 octobre. Les chantiers sont nombreux. Maître Paulin Marcelin Salambéré sera sur notre plateau pour en parler. Il est l'invité de ce 19h30. Après 18 mois sans salaire, les ex-travailleurs de la SMB ne savent plus à quel saint se vouer. Le repreneur de la mine d'Inata leur propose le paiement de 4 mois de salaire. Il demande au gouvernement de se saisir du dossier. Et puis, des moustiques génétiquement modifiés bientôt lâchés dans la zone de Bobo du Lasso. Voilà l'information qu'ont donnée des associations de la société civile qui se dressent contre cette expérimentation. Elles pointent du doigt la complicité du gouvernement. Vous les entendrez dans ce journal. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les villages de Bana et de Suruku Dingen, à quelques encablures de Bobo du Lasso, sont les zones qui auraient été choisies pour le lâcher-texte des moustiques génétiquement modifiés. L'opération est prévue pour quelques semaines, les semaines à venir certainement. Eh bien, les organisations de la société civile opposées à cette expérimentation qu'elles qualifient de dangereuse et à la fois aventurière montre une fois de plus au créneau. Elle dénonce la complicité du gouvernement au mépris de la santé des populations. Le compte rendu de Madina Sinou. C'était le 2 juin dernier. Ces milliers de manifestants arpentaient les artères de la ville de Ouagadougou pour dire non aux moustiques génétiquement modifiés comme solution à la lutte contre le paludisme. 4 mois après cette marche, ces organisations de la société civile restent campées sur leur position initiale. Il n'est toujours pas question pour elles d'accepter le projet Target Malaria au Burkina Faso. Les actions se poursuivent donc pour attirer l'attention de l'opinion publique. Et ce 12 octobre, c'est une conférence de presse qui est organisée. La Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain et le collectif citoyen pour l'agroécologie accusent le gouvernement de complicité. Si aujourd'hui Target Malaria a toutes les bénédictions, c'est qu'il y a effectivement la complicité du ministère de la Recherche scientifique, qui est du gouvernement, donc il y a la complicité du gouvernement. Sinon ailleurs, il y a des pays où c'est le ministre de l'Environnement qui a marqué son refus catégorique par rapport aux manipulations génétiques. Donc nous pouvons dire, vu, est que le gouvernement pourrait être complice de cette situation. Du reste, vous savez bien que c'est depuis 2012 qu'ils ont entamé ces projets de recherche. Ça veut dire qu'actuellement, le gouvernement a hérité d'une situation présente. Le gouvernement est complice. Pour les conférenciers du jour, le meilleur moyen de lutter contre le paludisme, c'est la mise en place d'une politique nationale d'assainissement et d'hygiène des habitats et de l'environnement. Si le gouvernement continue donc de faire la sourde oreille, des actions de lutte sont prévues. Dans les prochains jours, nous allons poursuivre la mobilisation en rencontrant les autorités coutumières, religieuses, les communautés de base et les élus locaux. Nous allons nous opposer, dans la limite des moyens légaux, à l'autorisation de l'ANB pour les lâchers-tests des moustiques génétiquement modifiés. Les moustiques ne choisissent qu'y piquer. Il est donc un devoir pour tous de nous opposer à toute tentative de sabordage de notre capital le plus précieux, la santé. Les moustiques génétiquement modifiés devraient être lancés dans les villages de Bana et de Suruku-Dingen dans les Hauts-Bassins entre juillet et novembre 2018. Depuis la fermeture de la mine d'Inata en 2017, ils sont plus de 600 travailleurs de la SMB en arrêt de travail et sans salaire. Pour 18 mois de salaire impayé, la société qui a repris l'exploitation de la mine propose d'en payer 4. Il crie à l'injustice et en appelle aux autorités concernées. Luc Pabelgum. C'est un cri de cœur que lancent les ex-travailleurs de la SMB, la société des mines de Belaourou. Ils sont environ 650 travailleurs à s'être retrouvés sans emploi suite à la fermeture de la mine en 2017. En plus des salaires qui ont été coupés, aucune mesure d'accompagnement n'a été prise en faveur de ces employés. L'espoir était pourtant revenu à la reprise de la mine d'Inata par la société Baladji. Un espoir de courte durée, puisque la société qui a acheté les actifs et les passifs de la SMB a contourné la législation burkinabé pour aller signer un protocole compromettant pour les travailleurs au Ghana.
Ce protocole propose un apurement de 4 mois d'arriérés aux travailleurs au lieu des 18 mois d'impayés. Et même ces 4 mois promis que la plupart ont signé sous menace et pression ne sont toujours pas payés. Nous sommes des employés de la Société des mines de Belaourou, SMB, en arrêt de travail depuis mai 2017, soit 18 mois à ce jour, sans salaire et sans aucune mesure d'accompagnement. À travers cette conférence de presse, nous voulons informer et interpeller l'opinion publique nationale, le gouvernement, les politiques, sur les conditions de vie et de travail de plus en plus délétères des employés d'une part et de la gestion de la mine d'Inata par la société Balagui d'autre part. Un arrêt de travail est officiellement prononcé à Inatan, mais une production frauduleuse d'or continue sur le site. Les ex-travailleurs parlent de 100 kg d'or sortis frauduleusement et de 63,700 kg d'une valeur de près d'1 milliard de francs CFA coulés en cachette et qui auraient été saisis par la Brigade nationale antifraude lors de l'écoulement à Ouagadougou. Bien qu'il n'y ait pas eu de redémarrage de l'usine, le groupe Balagui a procédé à des fusions d'or après écumage des tanks CIL, résultant une production d'environ 100 kg. Mesdames et messieurs, cette production aurait pu être une production optimale si elle ne s'était pas faite dans la clandestinité et frauduleusement expédiée à Ouagadougou. Par conséquent, la deuxième tranche n'est toujours pas perçue. Le collectif des ex-travailleurs de la SMB propose des solutions pour une sortie de crise. Ces solutions vont de l'exécution de la sentence arbitrale à l'implication des autorités publiques dans la résolution de la crise, en passant par la liquidation des droits légaux des travailleurs, à la satisfaction des attentes des employés, à la régularisation des cotisations sociales et au renforcement du dispositif sécuritaire en vue de la reprise effective des activités. De la justice sociale, on passe à la justice tout court. Il s'appelle Paulin Marcelin Salambéré, le nouveau bâtonnier, a pris officiellement fonction ce 12 octobre. Pendant 3 ans, le temps que va durer son mandat, Maître Paulin Salambéré devra faire face à des défis, tant au niveau de la formation que de la déontologie. Abdourazak Traoré. C'est connu, le rôle du bâtonnier est sans ambages. Il est le porte-parole de tous les avocats du Burkina. Il est l'arbitre des litiges, conciliateur, désigne les avocats commis d'office et est garant de la discipline au sein de la profession. Mais pour réussir son mandat de 3 ans à la tête du barreau, Maître Paulin Marcelin Salambéré doit aller au-delà de ses rôles institutionnels, tant les défis sont énormes. En recevant le bâton ce matin devant le Gotha du monde judiciaire, politique et coutumier, le nouveau patron de l'ordre des avocats et ses pairs en sont bien conscients. Première adversité à vaincre, la pression venant du pouvoir en place. Que les gens de pouvoir ne comprennent pas ce que vous êtes dans votre essence. L'indépendance est pour eux une notion inconnue. Soit vous êtes avec eux, soit vous êtes contre eux. C'est comme ça. Là aussi, vous devrez marcher droit. Rester libre et indépendant. Et cette liberté implique également l'exercice de la profession dans un environnement favorable. Mais malheureusement, la collaboration avocat-magistrat n'est pas toujours aisée. Certaines pratiques, c'est vrai, qui peuvent être justifiées pour les magistrats, mais qui impactent négativement dans le vécu des avocats. Nous allons conférer avec les magistrats pour trouver une solution. Les 12 membres du nouveau conseil de l'ordre installé ce 12 octobre veulent aussi réparer les incohérences entre les textes nationaux et supranationaux dans l'exercice de leur profession. Avec le règlement 5 UEMOA qui rentre en vigueur, il nous faut adapter nos textes internes parce qu'il y a des contradictions. Dans les pays environnants, les avocats qui sont admis au CAPA passent 3 ans de stage avant de sortir comme avocat. Avec nos textes, ils passent actuellement 4 ans. Il faudrait qu'on essaie de régler ce problème au plus tôt et également d'être regardant sur l'accès à la profession pour le respect des textes. Dans les maisons d'arrêt et de correction, les avocats ne disposent pas de cadre adéquat pour rencontrer leurs clients dans la confidentialité.
Changer cette donne est l'autre combat du nouveau bâtonnier. Maître Poulain Marcellin Salambiri a 51 ans et est inscrit au tableau de l'Ordre des avocats du Burkina depuis 1997. Ancien secrétaire de l'Ordre des avocats, ancien président de l'Union des jeunes avocats du Burkina, Maître Salambiri est actuellement avocat associé à la Société civile professionnelle d'avocats Ouattara Sori et Salambiri. Voilà, comme annoncé en début de journal, nous recevons sur ce plateau le nouveau bâtonnier, Maître Poulain Salambiri, qui est avec nous. Maître Poulain, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau pour vous prêter à nos questions. On l'a entendu tout à l'heure, vous avez 51 ans. 51 ans, ça fait un peu jeune. Vous n'êtes pas le plus jeune avocat de l'histoire du barreau, mais vous faites partie de la jeune génération. Est-ce que ce statut-là vous met une pression particulière? Pas du tout. D'abord, je vous remercie pour l'invite qui m'a été faite. Je pense que après mon installation officielle, c'est immédiatement que vous me recevez sur votre plateau. Je vous en remercie. Mais pas de pression particulière parce que lorsque vous prenez l'histoire du Burkina, je ne suis pas le plus jeune des bâtonniers. Donc, pas de pression particulière. Après une vingtaine d'années d'exercice, je pense, même si je ne connais pas tout, être à même donc de diriger la barque avec le soutien des aînés et des plus jeunes. Alors, vous avez dit que vous avez 20 années d'exercice. Ça veut dire que vous connaissez la maison et vous connaissez donc les défis. Vous avez parlé des chantiers auxquels vous devez vous attaquer. Et dans l'urgence, dans les semaines, dans les mois à venir, est-ce qu'il y a des chantiers urgents auxquels vous comptez vous attaquer dans les premiers instants de votre mandature? Je pense que le premier chantier, comme je l'ai dit lors de mon discours, ce sera la relecture de nos textes. Voyez-vous, nous avons des textes qui ont été adoptés. Nous avons le centre de formation des avocats qui a été adopté. Et après, il est intervenu le règlement 5 de l'UEMOA qui est rentré en vigueur. Et lorsque vous mettez en application le règlement 5 et nos textes intérieurs, je ne dirais pas qu'il y a une contradiction, mais les étudiants, les juristes que nous recrutons au sein du centre de formation sont lésés parce qu'ils passent d'abord une année au centre avant d'accéder à l'examen du CAPA et d'effectuer leur stage de 3 ans, ce qui leur fait 4 ans, alors que dans la sous-région, ce n'est que les 3 ans qui sont effectués par les autres avocats. Il faudrait qu'on réfléchisse rapidement, d'abord pour mettre à jour la loi régissant la profession d'avocat, le décret d'application, notre règlement intérieur et les textes régissant le centre de formation des avocats. C'est le premier chantier pour moi qui semble important parce qu'il faut mettre d'abord le cadre juridique avant d'aller au fond. Alors, après votre élection en juin 2017, comme premier dauphin du bâtonnier, vous avez fait cette déclaration un peu énigmatique, vous allez peut-être l'expliquer. Vous avez dit « c'est la victoire de la jeunesse consciente du barreau sur les manœuvres de ceux qui veulent le politiser ». Ben, tout comme vous, j'ai lu ça dans la presse, mais je n'ai jamais fait cette déclaration. Ah oui. Voilà. La victoire de la jeunesse, ce matin, je l'ai dit, notre barreau est jeune. Notre barreau est jeune. Mais est-ce que vous partagez ce point de vue? Si j'ai été élu, c'est par la volonté de l'ensemble des avocats du Burkina. Donc, ce n'est pas la victoire. Il n'y a pas un conflit de génération? Pas du tout. Pas du tout. Ce matin, lors de l'audience, vous avez vu que le doyen Passer était présent. L'aîné, le bâtonnier Benoît Sadogo était présent. L'aîné, le bâtonnier Antoinette Ouedraogo était présent. Le bâtonnier Traoré Mamadou était présent. Il n'y a aucun problème de génération. Tout roule sur les rails, je pourrais dire. Il n'y a aucun problème de génération. C'est vrai, nous sommes plus jeunes que ces dévanciers, mais il nous faut nous adosser à cette expérience pour également avec les jeunes qui ont l'énergie pour gravir des paliers dans l'instauration d'un barreau qui répond aux règles de la profession. C'est ce que je peux dire. Et il n'y a pas non plus d'immixtion du politique au sein du barreau? Ben, c'est possible qu'il y ait des immixtions, je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas un politique, donc je ne me mêle pas de la politique.
Il n'y a pas d'incompatibilité entre la politique et l'exercice de la profession d'avocat depuis un certain temps. Il y a par exemple, Maître Benewende Sankara, qui est avocat, qui est également parlementaire et premier vice-président de l'Assemblée. Il est libre de faire la politique, il n'y a aucune incompatibilité, mais à mon niveau, je ne peux pas dire s'il y a une émission ou pas, mais à mon niveau, je n'en connais pas, parce que moi, je ne suis pas en politique, je garde toujours ma liberté d'expression. Alors, il y a des reproches récurrents qui vous sont faits au sein de la société. Vous allez répondre à quelques-unes des questions. Certaines personnes estiment que les émoluments des avocats seraient trop chers et par rapport au niveau de vie de la population. Est-ce qu'un Burkinabé moyen peut se payer les services d'un avocat? Vous savez, dans nos cabinets, on fait plus du social. Nous avons plus de 60 à 70% de dossiers qui sont logés dans le social. Il n'y a que 30% de nos clients qui paient réellement les honoraires. Vous prenez des cabinets, ils défendent les gens gratuitement. Nous faisons du social. Mais nous ne pouvons pas aussi continuer à faire du social parce que c'est notre profession. Nous avons des familles qui doivent vivre. Nous ne pouvons pas faire du social tous les jours. Il appartient également, et je salue l'initiative de l'État burkinabé qui a mis en place un fonds d'assistance qui permet donc lorsque vous êtes vraiment indigent, que vous puissiez être accompagné par un avocat qui sera rémunéré sur les fonds de l'assistance judiciaire mis en place. Oui, vous ne faites pas de social, certes, oui, mais votre rôle premier, c'est de défendre les droits de l'orphelin, de la veuve, comme on le dit en général. Donc, si cette frange de la population doit être laissée pour compte parce qu'elle n'a pas les moyens de se payer un avocat, cela veut dire que votre rôle est un peu dévoyé. Pas du tout. Vous dites c'est défendre la veuve et l'orphelin. Mais lorsque vous venez, vous n'avez pas parlé de défendre le veuf. Nous n'avons pas de dossier de veuves et d'orphelins auquel on exige le paiement d'honoraires avant de les défendre. Vous ne pouvez pas venir dans un dossier commercial demander à ce qu'on vous défende gratuitement jusqu'à l'aboutissement du dossier. Ce sont des dossiers qui peuvent prendre 2-3 ans. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Les honoraires sont la rémunération du travail de l'avocat. Voilà. Alors, en parlant toujours de vos clients, il y a certains clients qui estiment qu'ils se font parfois gruger par certains avocats. Je ne parle pas de tous les avocats, parce que à la fin d'un procès qu'ils auraient gagné, les avocats ne leur reversent pas l'argent qu'il faut quand les adversaires sont condamnés à payer des amendes. Est-ce que vous avez entendu parler? Oui, mais ce sont des cas de plus en plus rares parce que... Qui existent quand même. Qui existe, on ne va pas faire dans la langue de bois, mais nous avons la caisse de rémunération pécuniaire des avocats qui fait obligation à tout avocat qui manipule des fonds destinés aux tiers de les reverser au niveau de la CARPA qui pourra gérer. Lorsqu'un avocat ne le fait pas, il est en porte-à-faux avec la loi, il est passible donc de poursuites disciplinaires. Mais si des cas sont avérés et que le bâtonnier est saisi, bien sûr, il appliquera la loi dans toute sa rigueur. Il y a des avocats aussi qui sont taxés de faire traîner les affaires et d'amener leurs clients à payer et de ne pas aller au bout du procès. Vous avez une réponse? Vous connaissez cette situation aussi? Je ne pense pas que ce soit possible. Parce que lorsque le dossier est enrôlé, il y a la procédure. C'est vrai que des exceptions peuvent être soulevées, mais cela n'entraîne pas de paiement d'honoraires supplémentaires. Voilà. Vous avez un cabinet d'avocats? Oui, je suis associé depuis 2003 à Maître Ouattara Sori. Donc, cela fait 15 ans que nous sommes en association et tout se passe bien. Je ne sais pas si cette pratique a lieu dans votre cabinet, mais il y a plusieurs personnes qui estiment que les cabinets d'avocats emploieraient des stagiaires pendant 2 ans, 3 ans, sans leur proposer un contrat. Des stagiaires, je ne sais pas de quel cas vous... Plusieurs cabinets d'avocats le feraient. Oui, la pratique serait très courante. Oui, voyez-vous, lorsque je suis dans mon cabinet, un juriste qui a fini donc sa formation au niveau de la faculté vient me demander un stage. Je lui accorde le stage.
Ce n'est pas un stage en vue d'un emploi. Mais pendant combien de temps? Mais cela dépend de l'accord des parties. Cela dépend de l'accord des parties. S'il demande un stage pour acquérir des connaissances, il n'y a pas de délai. Mais pour des hommes de droit, quand même, il faut que ces stages soient encadrés. Mais on ne peut pas faire 3 ans de stage sans contrat. Oui, si vous m'exposez un contrat, je pourrais en débattre. Mais lorsque le stagiaire vient, il vous dit qu'il veut faire un stage, c'est à lui de déterminer les délais. Maintenant, s'il s'y complaît dans les délais de 3 ans, 4 ans, il ne peut pas par après demander qu'il soit employé. Tout à fait, tout à fait. Dernière question. Vous savez que nous sommes dans un contexte où il y a le procès du Putschmaké 7 en 2015 qui a lieu. Et dans ce procès, il y a eu quelques incidents mineurs quand même. Il y a le directeur de la justice militaire qui a été cité par un accusé dans une affaire de malversation financière présumée, c'est votre vocabulaire. Mais il y a aussi l'un des avocats, Maître Kievekam, avocat de la partie civile, qui a été cité aussi dans une affaire de millions, de centaines de millions, qui impliquerait l'ancien Premier ministre Isaac Zida. Et après toutes ces affaires, on constate qu'il y a un silence. Quel est le message que vous envoyez au commun des Burkinabés quand on a l'impression que ceux qui sont à la tête de nos juridictions peuvent faire des choses impunément? Je dis bien qu'il n'y a pas de preuves. Bon, voyez-vous, c'est un procès qui est en cours. Tout à fait. Et je suis astreint au droit de réserve. Mais tout ce que je peux dire, il appartient au parquet, que ce soit le parquet civil ou militaire, d'apprécier s'il y a nécessité d'ouvrir une enquête, une information relativement à ces dénonciations qui sont faites. Et comme vous le savez, l'opportunité de poursuite appartient donc au procureur. Nous ne pouvons pas le contraindre donc à ouvrir une enquête pour une dénonciation donnée. Alors, vous êtes là pour 3 ans. Pendant 3 ans, vous avez beaucoup de chantiers, comme on vient de le parcourir rapidement, et beaucoup de défis à relever. Vous avez une équipe qui travaille avec vous et nous espérons que vous pourrez faire le maximum pour permettre que le barreau burkinabé soit toujours à la hauteur de sa réputation. Merci, Maître Salambéry. Avec la grâce de Dieu. Voilà, merci, Maître Salambéry, d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Voilà, à présent, à la suite de ce journal, promotion et ancrage de la démocratie dans un Burkina Faso post-insurrectionnel, rôle et place des forces de défense et de sécurité, c'est le thème d'un panel organisé par le mouvement burkinabé pour la promotion des valeurs démocratiques, l'occasion pour les panélistes de parler de démocratie dans un contexte sécuritaire aussi singulier que celui que le Burkina Faso traverse en ce moment. Luc Babelguem. La démocratie est le thème central qui réunira pendant 2 jours autour de la même table forces de défense et de sécurité et partis politiques. Sur initiative du mouvement burkinabé pour la promotion des valeurs démocratiques, ce panel veut faire ressortir le rôle et la place des FDS dans la promotion et l'ancrage de la démocratie dans un Burkina Faso post-insurrectionnel. Face à ce contexte difficile mais surmontable et au regard du rôle prépondérant que jouerait le secteur de sécurité dans l'atteinte de ces objectifs, il est de notre devoir, en tant qu'organisation de la société civile, de créer ce cadre de concertation, d'échange et de partage d'expériences pour rappeler la nécessité, voire l'obligation du recours à certains principes de développement, dont la bonne gouvernance dans ce secteur. Bonne gouvernance, gage de toute performance dans le rôle qui est le sien. Le ministère de la Sécurité est le premier à se réjouir de la tenue de ce panel. Il suivra d'ailleurs de très près les conclusions des travaux. Les partis politiques jouent leur rôle, les hommes de tenue jouent leur rôle. Alors, les forces de défense et de sécurité sont là pour le Burkina Faso. Donc, avant que les hommes soient dans un parti politique ou un mouvement quelconque, ils sont d'abord citoyens burkinabés. Alors, les forces de défense et de sécurité sont là pour que ce soit les partis de la majorité, les partis de l'opposition, la société civile, bref, tout le Burkina Faso. Si bien que alors, les régimes se succèdent, et les forces de défense et de sécurité sont toujours là, alors prêts à servir ceux que la population a bien voulu désigner comme voilà, leurs représentants. 3 thèmes seront développés au cours des 2 jours d'échange.
Les objectifs sont entre autres de garantir la sécurité des institutions, des populations et des biens, renforcer la bonne gouvernance administrative au sein des FDS, consolider la culture démocratique au sein du personnel des FDS, renforcer les relations civilo-militaires et clarifier les relations politico-militaires. Direction à présent Laongo, dans le plateau central, où se déroule depuis le 6 octobre dernier un symposium sur la sculpture sur granit. Un symposium pas comme les autres, puisqu'il ne se tient pas dans des salles, mais plutôt sur un site de granit où les sculpteurs venus de 16 pays montrent leur savoir-faire. Samira Samandoulou, Madina Sine. Frapper, cogner, bêcher et fendre la roche avec une disqueuse. C'est le quotidien de Thomas Petit depuis quelques jours déjà. Par ses gestes, l'artiste veut donner vie à la pierre. Ainsi, de cette poussière grisâtre va jaillir un visage à l'image de ce dessin. De réaliser un visage, ça va être un visage féminin, dans lequel il y aura tout un tas d'attributs autour de la culture du Burkina Faso. Et en même temps, dans les yeux, j'aimerais incruster donc, du bronze. Donc avec plus un apport de laiton pour apporter un regard peut-être assez mystique. Et comme ici, il y a vraiment une culture du travail du bronze. Donc voilà, tout ça, il y aura tout ça, toutes ces entités-là dans cette pierre. Après 5 jours de travaux, les traits du visage féminin se dessinent peu à peu. Dans cet univers de bruit de marteau, d'autres artistes expriment leur créativité. Ce qu'on vous présente là, c'est 2 masques qui se parlent. Ce lieu-là à laquelle ce petit coin-là, on l'a appelé le coin des palabres. Aujourd'hui, je veux que chaque Africain sache qu'il a une seconde chance. Et la chance, c'est pas aller de l'autre côté. La chance, c'est ici devant toi. La chance, c'est pas aller se jeter dans la mer pour aller gagner je ne sais quoi. On a tout ici. Le travail du granit n'est pas chose aisée, mais tous les artistes sont unanimes. Ils le font pour la postérité. Difficultés particulières, oui, rien n'est facile. Pourquoi? Parce que en fait, c'est une matière que moi je découvre en tant que sculpteur de bronze. Le granit, je viens de le découvrir. Je suis en train de le découvrir. C'est une matière très intéressante pour moi, mais il n'est pas facile. Le granit d'Afrique, c'est comme l'Afrique. Il est dur. Si la pierre elle était mou, ça n'aurait plus de similitude avec ce pays. Il est dur, très dur. Nous sommes sur le site de sculpture sur granit de Laongo. 16 sculpteurs nationaux et internationaux prennent part à ce symposium. Leur sélection est assez particulière. Je fais une sélection à partir de leur aptitude à vivre dans un endroit un peu austère pour eux, quoi. Parce que quand ils viennent là, de Ouaga, on les amène directement à Lango, ici en Brousse. Je veux dire, quoi qu'il y a des gens qui vivent ici, mais eux, ils n'ont pas l'habitude de vivre dans des environnements comme ça. Alors donc je vois si les gars ils sont aptes à vivre dans un environnement aussi simple. Un travail de créativité, de conception et de construction qui attire au plus haut niveau. C'est la valorisation de notre granit qui aurait pu rester ne serait-ce qu'à l'état brut. Donc deuxième aspect, c'est que d'un point de vue touristique, ça apporte beaucoup ce symposium. Débuté le 6 octobre, ce symposium international de sculpture sur granit de Laongo va prendre fin le 30 octobre prochain, date à laquelle les visiteurs pourront admirer les œuvres de ces créateurs. Voilà, avant de terminer, des nouvelles du 17e sommet de la francophonie qui se tient en ce moment même dans la capitale arménienne. Sachez que la Rwandaise Louise Mushikiwabo a été élue secrétaire générale de l'OIF. Merci d'avoir suivi ce journal. C'est ici que prend fin cette édition. Demain, vous aurez rendez-vous avec Aubin Guébré pour le 19h30. Merci de votre fidélité durant cette semaine.